Abdellah, on va commencer avec vous. Vivre à ta lumière. Vous racontez les stratégies de Malika, les drames aussi qui ont frappé cette femme pour échapper aux injustices de l'histoire. De 1954 à 1999, c'est pour situer. On est aux prémices de l'indépendance et ça va jusqu'à la mort du roi du Maroc, Hassan II. 3 moments dans la vie de Malika. On ne va pas forcément tous les décliner, mais tout de même, on va le faire un petit peu après. Mais cette héroïne, disons-le, c'est votre mère. Vous dédiez d'ailleurs ce roman à cette femme. Pourquoi est-ce que vous avez voulu lui rendre hommage? Pour moi, ce n'est même pas un hommage, c'est un devoir, parce qu'il me semble que cette femme a tellement fait des choses pour nous, tellement sacrifié des choses. Venir de la campagne du Maroc, à côté de Beni Mellal, la pauvreté la plus totale. Sa propre mère était décédée, son père s'était remarié. On l'a marié à un homme que la France a envoyé faire la guerre en Indochine. Il est mort là. Son premier mari. Et il est mort là-bas. Tout d'un coup, la belle famille la jette et elle se retrouve comme ça dans le désert, dans le vide. Et de ce vide-là, elle a pu aller jusqu'à Rabat, construire une maison, donner naissance à 9 enfants, dans la pauvreté la plus totale, tout ça. Il donnait naissance à moi, donc je suis le 9e. Et j'ai l'impression que je suis devenu écrivain pour un jour écrire le livre de ma mère. Ce n'est pas un hommage, c'est une continuité historique et logique. Et elle peut être fière. À premier coup du sort, vous l'avez dit, son premier mari est envoyé en Indochine, il ne reviendra pas. Dans les années 60 ensuite à Rabat, elle empêche sa fille de devenir bonne chez une Française qui s'appelle Monique. Pourquoi elle ne veut pas de cette... Parce que la France lui avait déjà pris son premier mari. Donc la France envoie quelqu'un marocain qui n'a rien à voir avec les enjeux coloniaux de la France, faire une guerre qui ne le concerne pas. Il meurt là-bas, la France donne de l'argent à la famille de cet homme, et à cause de cet argent de la France, on la jette, cette femme. Donc plus tard, dans les années 60, Malika, donc ma mère, est déjà traumatisée par ce qu'on lui avait fait. Et elle ne va pas laisser quelqu'un d'autre, même gentil et sympathique comme Monique, dans les années 60, lui prendre quelqu'un comme de sa propre famille. Et puis aussi cette petite chose un peu terrible et tragique qui continue d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, comment certains, à travers leur innocence et leur ignorance, peuvent venir jusqu'à chez vous et vous dire ce que doit être votre vie, c'est-à-dire prendre vos propres enfants et les empêcher d'accomplir leur propre destin et les réduire à un statut d'aller à l'école et de s'épanouir. Donc pour elle, là, elle mène un combat pas seulement personnel ou familial, mais historique et post-colonial. De résistance. De résistance. Alors on est à la veille du décès de Hassan II, on ne va pas divulgacher, comme on dit, spoiler. Non. Mais il faut lire le roman. Je n'en dis pas plus, en tout cas pour l'intrigue. Un hommage donc à votre mère, Barka Alali, qui nous a quittés en 2010. Vous avez parlé de ce passé colonial, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2022, c'est encore un sujet pour vous? Pas que pour moi, mais pour la Terre entière en ce moment. On se rend bien compte que l'Occident, après qu'il a quitté ces terres anciennement colonisées, a fait comme s'il avait fait vraiment une mission de civilisation là-bas, comme s'il n'avait pas pillé, comme s'il n'avait pas volé, comme s'il n'avait pas modifié complètement les structures sociales, historiques, et même l'imaginaire. Et il continue de se comporter aujourd'hui comme s'il n'a fait aucun mal. Et le problème, c'est que tous ces changements... Dans ces pays du Sud aussi, il y a des gens qui font le mal encore aujourd'hui. C'est un des arguments. Pour vous, il ne vaut pas? C'est-à-dire que la puissance occidentale est telle qu'à un moment donné, on ne peut pas ne pas la juger et ne pas demander qu'on lise exactement ce qui s'est passé dans ce passé-là. Et c'est ce qui se passe avec ce personnage de Malika. Là, je n'ai pas voulu faire un livre d'analyse intellectuelle, mais juste comment l'histoire, notamment la France et le pouvoir au Maroc, modifie le destin d'une femme marocaine et comment cette femme, elle se bat. Elle se bat avec ce qu'elle est, elle, et non pas avec ce qu'on lui dit d'être. Ce qu'on lui dicte. Une réaction, peut-être, vous voyez acquiescer sur cette histoire du passé colonial, c'est vrai, qui n'est pas encore cicatrisé tout à fait dans le sud de la Méditerranée? Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on est dans un moment de l'histoire où, en fait, rentrent en collision justement des différentes visions. C'est-à-dire qu'on habite effectivement à Paris, on parlait du Maroc, en ce moment, on voit ce qui se passe en Ukraine, etc. On voit bien qu'on est dans une collision des visions de l'histoire. Et ça accouche en fait de malentendus et de frictions. Et la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que comme on est tous connectés, en fait, ces visions du monde, de manière très concrète, elles s'entrechoquent. Elles s'entrechoquent. C'est plus une vue de l'esprit, c'est pas simplement de la littérature. On voit bien aujourd'hui, quand on entend Vladimir Poutine nous expliquer sa vision de la guerre en Ukraine, qu'en fait, il est dans sa vision de l'histoire et c'est très concret. Et que deux peuples frères n'ont pas forcément la même vision de l'histoire. C'est ce qui éclate aujourd'hui au grand jour.